Éric Fintin, maintenant c'est à vous. Donc, je précise que vous êtes professeur de biologie et d'écologie marine au Muséum national d'histoire naturelle, directeur de la station marine de Dinard, où vous travaillez avec une équipe de 7 personnes sur les diadromes. Vous êtes vous-même spécialiste des poissons migrateurs et notamment de l'anguille, sur laquelle vous travaillez depuis 30 ans. Alors, je précise aussi que vous remplacez aujourd'hui Thomas Trancard, qui fait partie de votre équipe à Dinard, pour nous parler de circulation des poissons migrateurs et des barrages qui font obstacle à la dévalaison des anguilles argentées, mais pas seulement les barrages hydroélectriques, puisque vous allez nous montrer que les barrages non équipés de turbines, qui échappent aux efforts de recherche et d'aménagement, ont en réalité un impact certain sur les anguilles de différentes façons. Bien, bonjour, bonjour tout le monde. Alors en effet, on parle beaucoup du silure aujourd'hui. Thomas Trancard est à la région Loire en train de défendre un projet d'étude des interactions entre les lamproies et les silures. Donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui et que j'essaye de le remplacer. Voilà, donc c'est un travail qui a été mené en collaboration, là aussi, avec les producteurs d'eau de la région de Saint-Malo, avec le bureau d'études Fichepass, dont le directeur est ici. Et puis, voilà, donc c'est une étude qui en fait est un petit peu il me semble, une première sur le sujet, parce que on a voulu aller plus loin que simplement observer le déplacement des poissons, mais comprendre également leur comportement face à un obstacle à l'échelle inframétrique par moment, enfin de l'ordre du mètre en moyenne. Alors, l'anguille européenne, on a déjà beaucoup parlé. C'est marrant parce que j'ai remarqué que personne jusqu'à maintenant n'a refait le coup du cycle biologique des poissons, et pourtant c'est une certaine utilité. Alors pour l'anguille, tout ce que je rappellerai, c'est que évidemment, après avoir poussé un certain nombre d'années, grandi un certain nombre d'années en rivière, elle va se métamorphoser, il va falloir qu'elle retourne en mer pour se reproduire. Alors, c'est le début de la migration, et il se trouve que pendant des années, on a fait des gros efforts pour permettre la montaison des anguilles vers l'amont, mais qu'on s'est un peu contrefichu, je ne sais pas si ça se dit, de la dévalaison. C'est-à-dire que ce n'était pas une préoccupation dans les plans de gestion, et ça commence heureusement depuis quelques années à venir. Alors, l'anguille décline, le consensus sur les causes est difficile, mais en tout cas il est multifactoriel, ça a été démontré à maintes reprises, et l'effet des barrages est une des causes qui est de plus en plus reconnue comme étant extrêmement importante, puisqu'il y a une rupture de connectivité. Il y a eu plein de travaux qui ont été réalisés sur l'effet des turbines, en effet, et qui ont montré qu'en fonction des caractéristiques des turbines puis du barrage, eh bien, il y avait une mortalité sur chaque ouvrage qui était comprise entre pas grand-chose et puis beaucoup. Ça dépend vraiment des caractéristiques des turbines, de hauteur de chute, enfin, je ne vais pas y revenir. Mais même quand une turbine ou une usine hydroélectrique n'est pas si grave que ça, entre guillemets, eh bien, par exemple sur le Rhône, entre Lyon et la mer, il faut passer, je crois, 11 barrages, et à chaque fois, ça se reproduit. Et le calcul que nous faisions d'après les études de mortalité il y a quelques années qui avaient été faites par l'Araignée, eh bien, une anguille qui part de Lyon a pratiquement aucune chance d'arriver en mer. Voilà. Donc, alors, ça, c'est pour les... On a beaucoup d'outils aujourd'hui. Les producteurs d'électricité travaillent beaucoup au plan de gestion anguille pour estimer les périodes de passage et limiter donc l'effet de la mortalité. Mais on ne s'est pas du tout intéressé au barrage seuil. Et pourtant, en France, Vincent Marty est dans la salle, le ROE indique qu'il y a à peu près 100 000 barrages dans toute la France. Donc 100 000 de toute hauteur, hein. Et évidemment, il n'y a pas que des barrages hydroélectriques. Donc la seule solution pratiquement connue, c'est de passer par le surverse. Donc on se dit, de toute façon, voilà, l'anguille passe par surverse, comme elle est capable de franchir des champs, etc., ça ne lui pose pas de problème. Enfin, c'est ce qu'on dit en tout cas dans l'esprit des gens, l'anguille, ça passe partout. Donc par surverse, pas de souci. Effectivement, ça a été repris dans la littérature assez nombreuse, et qui montre qu'à partir du moment où il y a une surverse, l'anguille passe. Alors, justement, en Bretagne,
cette région à côté de ma station marine, donc à Dinard, il y a des cours d'eau courts. La Bretagne se caractérise par des cours d'eau qui sont relativement courts. Et il y a comment dirais-je, un barrage sur lequel un cours d'eau sur lequel on travaille depuis maintenant 26 ans. C'est le Frémur qui fait que 17 km de long. Et puis il se trouve que le Frémur est quand même pratique pour faire des suivis télémétriques, parce qu'en effet, il n'est pas très grand. Alors, autre caractéristique, c'est que les gens boivent beaucoup en Bretagne et de l'eau. Donc il faut approvisionner en eau la population, et surtout qu'il y a beaucoup de touristes dans la région de Saint-Malo. Donc l'idée, c'était de créer un barrage qui s'appelle, sur ce schéma, c'est le barrage du Bois-Joli, c'est ce qui est le plus en amont, pour approvisionner en eau potable toute la région. Donc c'est un barrage qui est quand même assez conséquent et qui mesure 14 mètres de haut. Donc vous voyez sur ce schéma qu'il y a un certain nombre de points rouges, et c'est des endroits où on a installé des hydrophones pour pouvoir mesurer l'effet de chaque barrage. Donc c'est un équipement longitudinal. Alors vous voyez l'amont en bas à gauche du barrage de la retenue lorsqu'elle est partiellement vidée, et ça c'est en fin d'été. Surtout cet été c'était comme ça, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau et beaucoup de touristes. C'est un peu corrélé d'ailleurs. Et puis en haut à droite, eh bien, vous avez la partie aval de ce cours d'eau, et vous voyez que le seul endroit par où les anguilles peuvent passer lorsque la retenue est pleine, eh bien, c'est en surverse. Et puis c'est un super toboggan. Donc moi, ça me donne presque envie de créer un center park à cet endroit-là, pour anguilles. Hein. Mais sauf que la réception est difficile, puisqu'il y a seulement une petite fosse de 50 cm en bas. Donc on fait la glissade et bang, on se rétame en bas. Donc c'est pas terrible. Ce barrage construit en 1990, 15 mètres de haut, 150 mètres de large. Voilà, un ascenseur de montaison qu'on ne devine pas sur la photo, parce qu'elle est en dehors du champ de la photo en haut à droite. C'était la première au monde, conçue par Antoine, qui est là. Et puis une surverse pour la dévalaison. Alors quand on a créé la passe de montaison, il n'était pas question de réfléchir à la dévalaison. Donc l'objectif de ce travail, c'était de voir comment se passait la dévalaison. 3 objectifs nécessaires pour dévaler, 3 étapes, pardon. La première, c'est la métamorphose d'anguille jaune en anguille argentée. Donc ça, c'est des facteurs essentiellement endogènes, mais un petit peu exogènes qui s'établissent. Et puis deuxièmement, il faut déclencher la migration. Donc en général, dans les cours d'eau, j'y reviendrai après. Donc on a étudié ça. Et puis ensuite, est-ce que l'anguille va pouvoir passer ce barrage du Bois-Joli? Donc on a travaillé sur 2 méthodes en haute résolution, 36 hydrophones qui ont été répartis le long du cours d'eau, donc le long de la retenue, pardon. Donc là, on a une approche par center of activity, c'est-à-dire qu'on mesure la position moyenne des anguilles en interpolant sa position par rapport aux détections. Et puis une partie haute définition, où là on a disposé 25 hydrophones TELMA qui permettent d'avoir une information, une détection à la milliseconde près. Alors ça veut dire qu'il faut positionner chaque hydrophone en X, Y et en Z, c'est-à-dire en profondeur, d'une manière ultra précise. C'est une difficulté technique. Donc là, vous avez vu qu'on a mis l'effort dans le déploiement des hydrophones. Donc financièrement, on ne pouvait pas mettre l'effort dans l'achat d'émetteurs. Donc on a pu équiper que 16 anguilles argentées. Mais c'était une étude plus de faisabilité qu'une étude tout à fait technique. Voilà. Donc je vous passe la méthode. Je vous disais qu'il y en avait 2. La méthode de Center of Activity qui permet de calculer la distance parcourue, de connaître les vitesses de déplacement, les périodes de déplacement, la gamme de profondeur prospectée, puisqu'on a utilisé des émetteurs avec détection avec capteur de pression, pardon. Donc on peut calculer le nombre de tentatives de franchissement de l'ouvrage, la durée de ces tentatives au total, et puis la réussite du franchissement, c'est-à-dire tout simplement quand on est passé en aval. Et puis les affluents du cours d'eau qui auraient été explorés. Donc le déclenchement de la migration, il est très connu, hein. Il y a eu plein d'études qui ont été faites. Il y a les précipitations dans les rivières qui interviennent, le débit du cours d'eau, la température, la phase lunaire, le vent, la pression atmosphérique, la turbidité, la conductivité, etc. Donc c'est très documenté.
En milieu lotique, eh bien, c'est surtout le débit et la pluviosité pluviométrique qui vont intervenir. Et en milieu lentique, c'est-à-dire que dans le cours d'eau, lorsqu'on met un barrage, ben on interrompt ce continuum, on interrompt ce flux, on interrompt les jeux de courant et les jeux de variation de débit. Alors comment ça se passe? Alors, en fait, je suis désolé pour la taille de la vignette, mais en gros, vous avez, on a modélisé comment dirais-je, tous les paramètres que je viens d'évoquer, et puis en fait, le débit et la pluviométrie n'interviennent pas, n'expliquent pas le déclenchement de la migration. Seule la hauteur d'eau et la variation quotidienne permettent de déclencher ce comportement de migration. Donc vous voyez, on est passé donc l'anguille, tant mieux pour elle, elle peut s'adapter, heureusement, parce qu'il existe des lacs naturels dans lesquels il faut avoir des comportements qui permettent de dévaler au bon moment. Donc, en tout cas, la conclusion, c'est qu'il y a une altération, une suppression ou un retard de cette migration, c'est-à-dire que le déclenchement n'est pas le même dans un cours d'eau régulé que dans un cours d'eau non régulé. Alors, il y a autre chose que je n'ai pas présenté sur la diapo, mais on a pu montrer que sur un cours d'eau ouvert, l'anguille comme la Loire par exemple, l'anguille va pouvoir parcourir, ou sur Loire, un affluent de la Sélune, l'anguille va pouvoir parcourir jusqu'à 45 km par jour. Là, sur un cours d'eau comme celui-là, sur une retenue, il leur faut 4 jours pour parcourir 1 km. Parce que la notion de savoir où est la sortie, elle n'est pas évidente. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de... Ah, il manque une diapo, là. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'accomplissement, c'est-à-dire quels sont les bébêtes qui sont passées? Eh bien, seuls 3 individus sur 16 n'ont pas réussi à franchir le Bois Joli. Donc ça fait 18% qui sont restés bloqués. Et puis, il y a eu quand même des effets... Non, alors, c'était une bonne réussite par rapport aux années précédentes, puisque les années précédentes, seul un tiers des anguilles étaient passées dans des études qu'on avait fait l'année dernière, et c'est un tiers par barrage, et au total, à la fin, il n'y avait plus que 10% des anguilles de l'amont qui sont parvenues au milieu marin. Voilà, donc la distance supplémentaire qui a été parcourue par les anguilles, donc c'est la différence entre la première présentation et le passage effectif, est de 54 km en moyenne. C'est-à-dire que pour faire 1 km, en réalité, elles font 54 km pour trouver la sortie, essai, erreur, et on recommence. Et ça va de 12 à 100 km quasiment. Donc le temps supplémentaire est de 22 jours en moyenne, mais ça va entre 4 jours jusqu'à 66 jours de décalage de migration, du timing de la migration, qui est provoqué par le barrage. Donc en bas, pour le résultat de cette étude, on montre que l'accomplissement il est altéré parce qu'il est supprimé ou retardé. Donc ça peut poser, à l'échelle d'un cours d'eau, imaginez 5-6 barrages comme celui-là à la suite, eh bien ça pose des gros problèmes au timing de la dévalaison et à la réussite de la reproduction finale. Donc là, maintenant, l'étude haute définition, tout simplement, là, ce que montre ce graphique, c'est le résultat. Alors en abscisse, vous avez la distance de détection, c'est-à-dire la précision de la détection, c'est-à-dire qu'on a placé des tags à des endroits précis, donc on sait exactement les localiser sur à peu près un mois de temps. Et donc c'est pour ça qu'on a un grand nombre de données qui nous permettent de dire quelle est la précision de la mesure. Et on se rend compte qu'en réalité, eh bien, il y a eu un enregistrement qui ne s'est pas fait sur la diapo, mais en gros, en moyenne, on a une précision qui est donnée par la courbe bleue, une précision médiane de 1 mètre à peu près, 1,1 mètre exactement. Donc c'est un suivi à précision métrique, ce qui permet de détecter 2 types de comportements face à l'obstacle. Première possibilité, là vous avez des points qui sont la même anguille, 4 exemples, donc il y a 4 anguilles différentes, et on voit que le point jaune, c'est celui qui a été détecté le premier dans la zone de haute définition, et le rouge, c'est le moment où ils sortent. Et là, on sait qu'ils sont sortis par surverse. Donc on voit qu'il y a une exploration sur la rive, le long du barrage, ensuite, d'un seul coup, ils descendent. Puis il y a l'anguille en haut à gauche qui, elle, est allée directement vers la surverse, sans trop attendre. Et puis l'autre possibilité, c'est de sortir par le débit réservé.
Alors là, on voit que le comportement d'exploration, le passage par surverse, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, est juste à côté de la colonne de vannes qui permet de restituer un débit réservé. Alors, je ne peux pas pointer avec ce système-là, mais vous avez en haut le pourcentage de détection. Donc, plus les couleurs sont chaudes et plus le pourcentage de détection a été fort. Et le point vert, c'est le point final de détection, donc sur la surverse. Et ensuite, en bas, vous avez la vision 2D, et vous voyez que en fait, toute la colonne d'eau est explorée en permanence, et surtout aux alentours de la partie hachurée verticale, qui est la colonne de vannes qui permet de réguler le débit réservé. Alors, les prospections sont orientées vers le fond et la prise d'eau. Et on peut montrer que lorsque on est dans un cas de surverse, eh bien, les deux diapos du haut montrent ce qui se passe avant qu'il y ait une surverse, c'est-à-dire que la retenue soit pleine. Et on voit qu'il y a là une exploration qui est plutôt sur les côtés. Et au moment, juste après la surverse, c'est les diapos du bas, eh bien, vous voyez que nos bestioles prospectent plutôt le fond à droite et vont prospecter largement la rive droite avant de dévaler d'un coup. Donc les prospections sont ici orientées sur toute la hauteur et le côté droit. Voilà. Donc sur les autres barrages du Frémur, un peu plus à l'aval, un tiers n'ont pas réussi à passer le Ponto Somnes, c'est le barrage qui est juste en aval, donc 8% supplémentaires. 4 sur 13 sont mortes dans le piège de dévalaison, probablement fatiguées par leur première chute au travers le barrage de retenue. Et puis aucune des anguilles n'est sortie vers la mer cette année-là. 0. Voilà. Donc, il y a un troisième barrage et aucune n'a franchi ce troisième barrage. Donc ça signifie que dans un bassin versant atelier listé comme bassin français européen de suivi de l'anguille, eh bien on n'est pas brillant au niveau de l'exemplarité de ce qu'il faut mettre en œuvre pour permettre la dévalaison. Donc le barrage du Bois-Joli a plusieurs impacts. Les impacts sont sous-estimés, il n'y a pas les turbines qui tuent. Donc on met en évidence, grâce à ce travail, des tactiques de prospection. Et voilà, ce type de travail permet d'aménager les barrages pour en améliorer les sorties. Alors je voulais juste finir sur le fait qu'il y a, je répète, 100 000 barrages en France, environ 1 million en Europe. Et nous faisons l'hypothèse, parce qu'on a travaillé également sur le complexe de Fessenheim, sur le Rhin, on a le même type de résultat. On a travaillé sur le lac de Grandlieu, dont l'exutoire, c'est le plus grand lac de plaine français, tout près de l'estuaire de la Loire. Eh bien, il y a un potentiel de 300 000 anguilles par an. Seuls 10% des anguilles, en 2017 et en 2018, sont sorties du lac, tout simplement parce qu'une vanne qui crée une chute de 1 mètre de haut est restée fermée au mauvais moment. Donc cette année, on a réussi, en discutant avec les gestionnaires, tout simplement ouvrir la porte au bon moment. C'est des choses qui sont tellement bêtes à mettre en œuvre que ça surprend, mais voilà, il suffit d'ouvrir la porte pour que les bestioles sortent. Merci de votre attention.